la première vertu de cette analyse, je crois, c'est de remettre l'idée à sa place. On est dans une société qui est dominée par le concept. Le travail théorique est toujours mieux valorisé que le travail manuel. Le concept est toujours mieux valorisé que la matière, etc., etc. Le travail intellectuel, ce qui domine la société, c'est plutôt ceux qui ont un travail intellectuel. Et alors que l'analyse nous montre le contraire. L'analyse nous montre que non seulement le processus d'innovation ne commence pas avec une idée, mais, j'ai envie de dire, il ne culmine pas avec une idée. L'idée, c'est un élément parmi d'autres. L'idée n'est rien sans l'observation qui l'ancre dans la réalité, et elle n'est rien non plus sans l'objet qui l'incarne dans le monde, dans un sens. On sait tous, et c'est ça qu'on nous apprend, que, comment dire, on ne peut pas innover si on n'est pas créatif. Oui, c'est vrai, mais si on n'est que créatif, on n'innovera pas non plus. Ça, je pense que c'est une leçon qui est importante dans nos cultures, dans nos sociétés. Deuxième vertu, c'est ce que je vous racontais au début. Je crois que cette analyse permet de comprendre la difficulté fondamentale qu'il y a à innover. C'est vrai, au fond, pourquoi c'est si difficile d'innover? Pourquoi il n'y a pas plus de Dyson? Observer, c'est facile, enfin, c'est pas facile, ça s'apprend, je veux dire. Observer finement, ça s'apprend. Mais voilà, c'est pas insurmontable. Avoir des idées, pareil, je veux dire, ça s'apprend, c'est pas insurmontable. Et puis, transformer une idée en une réalité, c'est un job de chef de projet. Il y en a beaucoup. Enfin, c'est une qualité, mais il y en a beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de Dyson? Pourquoi il y a si peu de startups qui réussissent? Pourquoi il y a si peu de projets d'innovation qui réussissent? La proposition que je voudrais vous faire, c'est que la difficulté d'innover, elle n'est pas due à la difficulté intrinsèque de chacune des étapes, de chacune des épreuves. Elle est due au fait que ces épreuves se succèdent dans le temps et qu'elles demandent à chaque fois des qualités qui sont très différentes. Il y a un piège, si vous voulez, et ce piège, il est dans la structure même du processus d'innovation. Alors, j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien inventer des expressions, donc je lui ai donné un nom, j'appelle ça le piège des cribles. Le crible, en vieux français, c'est le tamis, c'est le filtre, si vous voulez. C'est un piège qui est dû au fait qu'on est en train de filtrer des populations différentes à chaque fois. Alors, ici, je vais développer mon raisonnement, mais je vais avoir besoin que vous admettiez une idée que je ne vais pas avoir le temps de défendre. Si cette idée vous intéresse, si elle vous provoque, si elle vous chatouille intellectuellement, je vous propose de me poser des questions pendant la séance de questions-réponses. Cette idée que je vais admettre pour l'instant, pour mon raisonnement, c'est que ce ne sont pas les mêmes populations qui sont capables d'observer très finement la réalité, d'avoir des idées très originales et des idées qui sont dans l'air du temps, et puis des gens, la population qui est capable de transformer ces idées en une réalité compte tenu de l'environnement, compte tenu de tout ce qu'il y a autour. Qu'en quelque sorte, les trois qualités nécessaires pour réussir chacune des épreuves, la curiosité, l'imagination, la réalisation, elles sont exclusives. Je pourrais y revenir là-dessus, c'est important, mais en même temps, voilà, ça me demanderait une digression un peu plus longue. Donc supposons ça, et supposons que vous avez 1000 personnes qui veulent innover, et que ces 1000 personnes, elles sont également réparties, ces qualités sont également réparties. Vous avez, simplifions le schéma, 333 chercheurs, 333 mages et 334 cultivateurs. Tous ces gens-là veulent innover, et donc tous ces gens-là vont s'affronter à la première épreuve, ils vont commencer le processus d'innovation. Et bien voilà, la première épreuve, c'est une épreuve d'observation. Là, la population des chasseurs, c'est sa qualité principale. Elle est à l'aise, c'est ça qu'elle sait faire. Donc, ils vont tous passer l'épreuve sans problème. Mais ça va être un massacre pour les mages et pour les cultivateurs parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ce n'est pas leur qualité principale qui va dominer. Et donc, sur les 333, il va en rester peut-être 10 de chaque. Donc, à la fin de la première épreuve, vous aurez filtré la population de manière statistiquement biaisée. Vous avez 333 chasseurs, 10 mages, 10 cultivateurs, 353 personnes. Et ces 353 personnes se présentent dans la deuxième épreuve, qui est une épreuve d'imagination. Là, les mages sont à l'aise, parce que c'est la qualité qui domine qui est nécessaire. Mais voilà, il n'en reste plus que 10. Ça va être un massacre pour les chasseurs, ça va être un massacre pour les cultivateurs. Mettons que les chasseurs, il en reste 10, les cultivateurs, il y en avait 10 au début de la deuxième épreuve, ils vont tous disparaître. Et donc, à la fin de la deuxième épreuve, ceux qui vont se présenter pour la troisième épreuve du processus d'innovation, ils vont être plus que 10 chasseurs et 10 mages.
Et voilà, la troisième épreuve, c'est une épreuve de réalisation. S'il y avait eu encore des cultivateurs, ils auraient réussi, mais il n'y en a plus. Ils ont été décimés par les 2 premières épreuves. Et au final, ça va être un massacre pour les chasseurs et pour les mages. Il ne va plus rester personne. Vous comprenez la logique du filtre, c'est-à-dire à chaque fois, vous allez empêcher une certaine catégorie de population d'accéder à l'épreuve d'après, et à la fin, il ne reste plus personne. Alors, je vais juste regarder le temps qui me reste. Alors, je ne veux pas vous laisser juste avec ce constat, avec cette idée d'un piège atroce et personne ne réussira. C'est dommage. Parce qu'il y a une solution. Et il y a une solution qui est très intéressante, que je voudrais partager avec vous, c'est ce que j'appelle le leadership partagé. Si vous prenez une personne, et si vous admettez les hypothèses de mon raisonnement, qu'on pourra encore une fois discuter, vous êtes sûr de jamais y arriver quasiment, quoi. Mais il y a une solution qui consiste à innover collectivement. C'est-à-dire que ce ne soit pas une personne qui s'attaque au processus d'innovation, mais un groupe de personnes, un petit groupe. Et si vous ajoutez 2 qualités supplémentaires, la première, c'est que dans ce groupe-là, il y ait des chasseurs, des mages, des cultivateurs, et que surtout, ils arrivent à partager le leadership. C'est pour ça que j'appelle ça l'idée du leadership partagé. Si jamais ils acceptent, non pas qu'il y ait une seule personne qui domine le processus, qui prenne les décisions pour tout le monde, mais au contraire, qui partage ça, alors ce groupe-là aura la chance d'innover. Parce qu'il va passer les épreuves successivement en donnant le leadership à celui qui a les qualités pour la réussir. Est-ce que cette idée a un sens? Est-ce que cette solution pourrait marcher? Je crois que oui. Et je crois que oui parce que j'ai trouvé une illustration extrêmement saisissante dans l'histoire des innovations de comment ça pourrait marcher. Et cette illustration, c'est l'histoire d'Apple. On connaît l'histoire d'Apple, elle est surdéterminée par la figure de Steve Jobs. On ne retient que ça. Et en fait, ce n'est pas vrai, ils étaient 3 au départ d'Apple. Il y avait Steve Jobs, Steve Wozniak et Mike Markula. Au départ, en 1976, c'est Jobs et Wozniak qui sont ensemble, et puis ils vont voir des investisseurs leur demandant de mettre de l'argent dans la boîte qu'ils veulent créer, Apple Incorporation. Et les investisseurs voient arriver ces 2 hippies, ils se disent « Ok, il y a une bonne idée, sans doute, ça pourrait marcher, mais on va vous imposer, on vous donne de l'argent, mais on vous impose qu'il y ait un type à nous dans la boîte, en fait. » Et donc, il propose à Jobs 3 personnes. Jobs refuse de première. Il est bien obligé d'accepter pour avoir l'argent. La troisième s'appelle Mike Markula. On ne peut pas imaginer de contraste plus saisissant de personnalité entre ces 3-là. Vous avez d'un côté Jobs et Wozniak, qui sont des hippies, qui ont 20 ans. Ils s'habillent avec des chemises à fleurs, ils fument des joints, ils sont mal rasés, ils sentent mal. Il disait Mike Markula, il y a une interview géniale où Mike explique qu'ils sentaient mauvais quand même. Voilà. Et puis, ils veulent changer le monde par la technologie. Et puis, Mike Markula, il vient d'IBM, il a fait fortune chez IBM, il n'a plus besoin de travailler, il aide les entrepreneurs, il est old school, il est vieille école, il a de costume 3 pièces, il se rase tous les jours, il ne veut pas changer le monde, lui. Il veut juste gérer une boîte naissante. Voilà. Et si vous allez regarder un tout petit peu plus finement, vous vous apercevez que vous avez ces 3 qualités. Jobs, c'est le chasseur, c'est celui qui est attentif aux détails, qui est capable d'aller visiter Xerox PARC et de dire cette souris-là, ce que tu as fait, Doug Engelbart, moi je le veux pour mon ordinateur parce que je pense que c'est important. C'est celui qui est capable de renvoyer 300 fois l'iPhone blanc parce que la couleur du bouton n'est pas exactement la même que celle de la coque. Voilà, c'est fondamentalement un chasseur, quelqu'un qui est attaché aux détails, aux petites choses. Wozniak, c'est le mage, c'est celui qui comprend avant tout le monde l'importance de l'ordinateur et surtout qui est capable de le faire. C'est le seul qui est capable de faire le Mac. Et Mike Markula, c'est le cultivateur, c'est celui qui va transformer cette idée de business, cette idée d'innovation, en une réalité de business qui marche. Et dans l'histoire d'Apple, c'est connu que ces 3-là se détestaient. Les couloirs d'Apple résonnaient des hurlements de ces 3-là qui se battaient depuis la couleur du sac Apple à mettre jusqu'aux décisions stratégiques. Mais voilà, ils ont réussi à faire tous ensemble ce qu'aucun d'entre eux n'aurait réussi à faire tout seul. Et ça, je pense que c'est une leçon très importante pour la problématique de l'innovation. Alors, j'ai bien conscience que je n'avais pas répondu à la question de savoir quel est le lien entre qui veut gagner des millions et la difficulté d'innover, mais je suis un peu à court de temps, donc je vous laisse vous poser la question si jamais c'est une question qui vous intéresse. Merci Amal.